Vous pouvez fermer les yeux. Ce programme est proposé en audio-description. Une étable est vide. La barrière est entr'ouverte. Une oie scrute les box remplies de paille, troublée. Un chien fait de même. Mais où sont les vaches? Elle court dans une prairie. Eh bien, entre l'Aile et la Vire en Normandie, les vaches sont plus souvent dehors que dedans, pour manger de l'herbe fraîche. Quand les vaches sont à l'extérieur, la crème est meilleure. À l'Évire, l'envie du vrai. De la crème et du beurre sont présentés dans la nature. Une main tourne les pages d'un cahier manuscrit et s'arrête sur la recette de la crème à la vanille. Une fillette inspire le parfum d'une gousse. Avec son frère, ils aident à la cuisine. L'incroyable savoir-faire de bonne maman, c'est de faire les choses simplement pour retrouver la saveur inoubliable d'une crème à la vanille faite comme à la maison. Les crèmes sont prêtes, la main referme le cahier de recettes. Crème à la vanille, bonne maman, c'est toi que j'aime tant. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc voilà, je m'appelle Odile et je suis audiodescriptrice pour le cinéma. Donc en fait, je décris les films pour les personnes aveugles et malvoyantes. Bon, d'habitude, on ne décrit pas les pubs, hein. Mais vous verrez que ça va faire partie de ce dont je vais vous parler ce soir. Alors donc moi, mon boulot, en fait, c'est de me glisser dans la bande-son et de créer des phrases concises qui vont provoquer une image mentale. Ce qui va permettre à la personne déficiente visuelle en fait, de suivre le film tout au long. Alors, dans l'audiodescription, vous voyez, c'est important d'essayer d'être objectif puisque notre but, c'est de rendre ce que le réalisateur a fait. On dit qu'on voit tous des choses différentes, qu'on ne voit jamais le même film. Bon, on est bien d'accord, il y a un film, mais nos cerveaux interprètent différemment les images qu'ils voient. Alors, dans mon travail, c'est pour ça qu'on travaille toujours à deux. Donc on est toujours en binôme, on se partage un film, chacun va travailler sur une partie, puis après on va superviser la partie de l'autre, ce qui permettra de croiser nos écritures en même temps, hein, de les mêler, de donner une cohérence, et puis d'essayer de débusquer en fait ces projections, ces abus, ces erreurs d'interprétation. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Je travaille une fois sur un film qui s'appelle Baden-Baden. Alors c'est l'histoire de notre héroïne, on va dire, c'est plutôt une anti-héroïne en fait. Hein. C'est une jeune femme qui accumule les petits boulots, elle est un peu perdue dans sa vie, puis souvent elle se fait virer en plus parce qu'elle pique des colères. Donc elle habite dans un tout petit appartement. Elle vient de renverser dans son assiette une boîte de conserve de petits pois, une grosse sklouch de ketchup, et puis mon binôme m'écrit « Elle mange du tofu ». Alors, je me dis, il y a un truc qui ne colle pas là. Donc, je m'approche de l'écran, hein, c'est ce qu'on fait en général en audio-description, on est là, hein. Donc, je regarde, je recule, je re-regarde. Vous savez ce que c'était ? C'était un petit carré de fromage frais, kiri, vous voyez ? Donc, comprenez bien qu'entre le tofu et le kiri, on n'est pas vraiment dans le même univers, hein, on n'est pas en train de raconter le même récit. Et oui. C'est pour ça qu'en fait, nous, en tant qu'audiodescripteurs, on est quand même assez puissants parce qu'en fait, avec un mot, on peut vous raconter une autre histoire que celle que le film propose. Alors, l'audiodescription, c'est un de mes métiers, mais ma passion, c'est la cuisine. Alors, voilà un petit panier. Un petit panier qui est à peu près ce avec quoi moi je peux vous faire des bons petits plats du matin au soir. Alors, dedans, évidemment, il y a des légumes, puis il y a des fruits. Il y a une matière grasse, de l'huile ou du beurre, des œufs, de la farine, du fromage, et puis des aromates. Moi, c'est un petit peu ma petite botte secrète, c'est les aromates, le thym, le persil, l'origan, et puis les condiments. J'adore ça, moi. Amener une petite touche avec du citron confit, des capres, des cornichons. Et en fait, ce panier, il ressemble vachement au panier de légumes avec lequel j'ai vu mes grands-parents et mes parents cuisiner toute leur vie. Parce que je suis petite fille de fermière, de fermier, des deux côtés de ma famille. Et donc, je les ai toujours vus cuisiner ce qui poussait dans leur potager et manger ce qui poussait dans leur verger aussi. Alors, justement, ces deux familles-là, donc elles ont toutes les deux vécu toute leur carrière sur la production de lait et de beurre. Ils étaient éleveurs laitiers. Donc, du coup, ils avaient une quarantaine de vaches.
Et puis 40 hectares de terrain, hein, parce qu'une vache, ça bouffe tout le temps. Tout le temps. Hein. Sur une journée, ça mange à peu près entre mon poids et puis le poids d'un homme costaud. Hein. Donc du coup, mon grand-père, il avait pas mal de prairies hein, tout autour de la maison, dans son petit village. Pourquoi ? Parce que l'herbe, en fait, ça se cultive, c'est un vrai savoir-faire. C'est-à-dire qu'on amène les vaches là où l'herbe est toute juste bonne pour elles. Parce que si on laisse pousser un peu plus l'herbe, après on se retrouve avec des mauvaises herbes, etc. Et les vaches, elles ne les mangent pas. Vous voyez, elles sont précises. Hein. Et puis voilà, tout l'été, hein, on les emmène dans les prairies manger l'herbe. Et puis l'hiver, hein, une fois que l'automne arrive et que leurs sabots risquent d'abîmer ce beau terrain, une fois qu'il commence à pleuvoir, on les rentre à l'étable. Et là, elles vont manger les céréales, que mon grand-père cultivait aussi pendant l'été. Et puis des betteraves. Et en fait, l'agriculture familiale, hein, comme celle de mes grands-parents, c'était aussi une agriculture de subsistance. Donc en soi, dans cette espèce de petit système qui était une ferme, il y avait aussi de quoi se nourrir. Donc ils avaient un ou deux cochons à qui on donnait les déchets ménagers, et puis des lapins, des poules pour les œufs. Enfin voilà, avec une vie comme ça que moi j'ai goûté hein, quand j'étais petite. Assez humble, mais en même temps pleine de créativité et pleine de savoir-faire. L'hiver, mon grand-père aussi, il faisait des paniers en osier, puis ma grand-mère, elle faisait des tartes, et puis ça sentait bon dans la cuisine. Alors, mes grands-parents, ils ont pris leur retraite dans les années 80, et que soit d'un côté ou de l'autre, personne n'a repris la ferme familiale. Mes parents, ils étaient déjà partis en ville hein, depuis leur mariage. Et puis moi, je suis petite fille de fermier, je suis une urbaine. Je ne sais plus planter une patate. Vous voyez, j'habite à Bruxelles, en Belgique. Et puis, je suis plutôt une bobo, quoi. Vous voyez, mes bottes, là, chic et choc, elles ne voient pas souvent la boue, quoi. Et c'est un peu tout ça dont je vais vous parler ce soir. De bouffe, d'agriculteurs, et puis de description. Voilà. D'audio-description, parce que c'est un métier de mots, et de mots, en fait, hein, parce qu'il est sous pression. Et puis, voilà, j'aurais aimé vous parler de convivialité, de bectance, de bouffe, de mangeaille, de frichtis de pâté, hein, mais je vais vous parler du système agroalimentaire industrialisé. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même imagerie mentale hein, que la ferme familiale. Hein. On voit moins les vaches paître, et puis on entend moins mamie dans la cuisine en train de faire des crèmes, quoi. Donc voilà. Écoutez, ce que je vais pouvoir déjà vous dire, qu'est-ce qui s'en dégage en fait de cet agroalimentaire, c'est 24% du CO2 émis sur la planète. Donc c'est une participation active hein, à nos problèmes de changement climatique. C'est aussi la destruction du vivant, de la biodiversité. Et puis c'est la disparition des fermiers. Alors vous comprenez bien que moi, écolo, bio, petite fille de fermier, quand je vais faire mes courses, je suis un peu en tension, quoi. Et puis en fait, j'en ai marre qu'on me raconte des salades. Donc voilà, je vais essayer de vous raconter tout ça, tous ces faux récits hein, qui sont autour de nos assiettes. Alors, vous savez, la différence entre discours et récit, moi, c'est la première chose que j'ai appris dans ma formation d'audio-description. Un récit, c'est une histoire. Il y a un narrateur, il y a un je quelque part qui raconte. Un discours, c'est une situation de communication, comme celle qu'on a aujourd'hui. Là. Voilà, je vous parle. En audio-description, si je vous dis « il est amoureux », en fait, je fais du récit. Si je fais de la description, je vais vous parler des joues qui rougissent, d'un sourire timide ou large, des yeux qui pétillent. Et là, je laisse la place, en fait, au déficient visuel de se faire son histoire, son interprétation. Vous voyez que c'est très important, hein, cette place-là. Moi, je vais vous faire part d'un premier récit sur l'agriculture. Je mets mon petit tablier parce que je vais vous parler d'une recette. La recette de la révolution verte. C'est une recette technologique qu'on a appliquée à l'agriculture depuis 80 ans et qui l'a complètement bouleversée. Et
Le but annoncé, c'était donc nourrir la planète. Enfin, pas nourrir la planète, nourrir l'humanité, on va dire. On s'attendait à ce qu'au XXe siècle, il y ait une grande multiplication de la population. Et effectivement, hein, on a doublé de population. Et donc, du coup, ben voilà, comment nourrir ces gens? Alors, voici mon petit panier. Je vais m'équiper, hein, si vous permettez, parce que c'est quand même une recette un peu chimique hein, et physique. Alors, pour notre recette, il nous faut 5 ingrédients et un sous-chef. Oui, parce que vous savez, les chefs, ils font les recettes, mais c'est les sous-chefs hein, qui les font appliquer. Alors, excusez-moi, mais je fais gaffe à ma santé ces temps-ci. Donc, pour notre petite révolution verte, il faut quand même que je vous mette un petit peu en contexte. Hein. Ça, c'est Mère Nature. Donc voilà, oui, j'aime bien. J'ai un petit côté Jamy. Voilà. Quand je suis en cuisine, j'ai un petit côté Maïté, puis quand je suis là, j'ai un petit côté Jamy. Donc, Mère Nature, magnifique, un plan. Donc, un petit plan, c'est un début de quelque chose, quoi, hein, en soi. Donc, ça va pousser, ça va faire des fleurs, ça va être fertilisé par les abeilles, puis ça fera un fruit, ça fera des graines. Ces graines vont retomber dans la nature, et l'année prochaine, youpi, ça repousse. Donc, voilà. Bon, vous savez, en cuisine, on dit toujours le plus important, c'est le produit. Donc, on va déjà tout de suite commencer par dégager ce que Mère Nature nous offre, et on va choisir un produit. Un produit qui a été pensé pour être plus fort et donner plus de rendement. Des semences hybrides. Alors vous voyez tout de suite, mon plan, il a une autre gueule. Hein. Voilà, un petit peu bizarre. Hein, mais bon. Donc des semences hybrides à haut rendement qui vont nous permettre de produire plus. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Et puis, du coup, on va mettre de l'engrais hein, pour qu'elle pousse bien. Tcha, 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 tcha. Et puis, pesticides, insecticides, fongicides, on bute tout ce qu'il y a à côté hein, pour que personne ne vienne embêter notre petite plante. Et puis les machines agricoles. On invente les machines agricoles de plus en plus grandes, de plus en plus gigantesques, moissonneuses, batteuses, épandeuses et tout ça. Bon, je vous ai mis en fait des roulettes sur un bidon de pétrole. Voilà, je trouvais que c'était parlant. Et puis, on amène de l'eau, hein, donc l'irrigation, on dévie l'eau pour pouvoir arroser notre petite plante. Vous voyez, je trouve que c'est un petit peu moins charmant que mon petit panier, là, mais enfin bon. Donc voilà, alors notre sous-chef, c'est l'État. L'État qui va subventionner cette agriculture. Donc on met tout ça sous couvercle, on verrouille bien, vous n'y ajoutez plus votre grain de sel, l'agriculture, c'est comme ça. Et ben voilà. Ah, ça fait du bien quand même. Hein. Et vous avez jamais vu les agriculteurs, là? Tout couverts, là, quand ils doivent faire des pesticides? Alors, moi, en description, j'ai aussi, hein, évidemment, des ingrédients. J'en ai 2 principales, j'ai des adverbes et des adjectifs. Alors, je vais vous proposer à nouveau de fermer un instant les yeux. Dans une salle de spectacle, une vingtaine de spectateurs sont assis dans un gradin. Face à eux, une jeune quadragénaire leur tient un discours. Elle a une silhouette élancée, des cheveux courts et bruns et porte des lunettes. Elle est vêtue d'une chemise type bleu de travail et d'un jeans. Elle a des bottes mauves ornées de lacets sur toute la hauteur. Les traits de son visage sont un peu crispés. Elle se dirige vers un poste de travail composé d'une table haute, d'une chaise, d'un ordinateur portable relié à un baffle. Elle saisit un dictionnaire. Elle retourne une petite boîte ronde en plastique parsemée de trous sur le dessus. Les spectateurs relèvent les paupières. On va poser une petite convention entre nous. Quand j'actionne ma boîte à meux, c'est que vous devez ouvrir ou fermer les yeux. Donc voilà. En fait, j'ai des outils aussi. Hein. Donc j'ai mon dictionnaire combinaison de mots. Alors, ce n'est pas du tout un dictionnaire qui définit les mots, c'est un dictionnaire qui propose des associations. Donc, très utile, évidemment, dans mon métier,
où on doit pouvoir créer des images, donner des textures, donner à voir, en fait. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple sur regard, le nom regard. Parce qu'au cinéma, c'est tout le temps des échanges de regards. Vous savez, le regard, c'est la porte des émotions. Alors, un regard, on me propose du coup regard plus adjectif. Et là, j'ai une centaine d'adjectifs, quoi. Regard charbonneux, inoubliable, magnifique. Droit, il avait le regard droit des hommes qui ne trichent pas. C'est beau quand même. Fiévreux, fixe, cajoleur, coquin, dubitatif, étonné, affolé, humide. Et puis j'ai regard plus verbe. Donc là aussi, je vais pouvoir chercher dans les verbes tout ce qui va pouvoir correspondre à la situation cinématographique. Se croiser, je suis tombé amoureux d'elle à l'instant même où nos regards se sont croisés. Montrer, son regard montrait une certaine inquiétude. Donc voilà, vous voyez, c'est un dictionnaire assez intéressant. Il n'y a pas que des mots dedans, il y a même carrément des concepts. Vous voyez, si je regarde par exemple un des concepts qui peut nous intéresser ce soir, il y a rendement. Donc rendement annuel, moyen, global, rendement plus verbe, se situer entre UUU et UUU. Les actions de cette entreprise offrent un rendement qui se situe entre 5,5 et 8%. Et puis calculer, évaluer, doper, optimiser. Les nouvelles machines ont aidé l'usine à optimiser son rendement. Doubler, les avancées scientifiques ont permis de doubler le rendement des récoltes. Alors, salade, pas salade? Vous croyez quoi? Les avancées scientifiques ont permis de doubler le rendement des récoltes. Salade? Salade, pas salade? On va aller voir notre petite cocotte. 60 ans à mijoter. Alors, pas salade. Hein. Pas salade, effectivement. Effectivement, les rendements sont montés. C'est-à-dire que sur une même portion de terre, sur 1 hectare, on est arrivé à cultiver 3 fois plus de maïs, de blé, des trucs qui font quand même partie de la base de l'alimentation. Par contre, là où il y a eu un peu salade, c'est sur l'idée que ça allait nourrir la planète. Parce qu'en fait, ça pourrait, mais on ne le fait pas. Donc, voilà, pour être clair, on est 7 milliards, on sait produire pour 12 milliards, mais 1 milliard d'entre nous est sous-alimenté. Donc voilà, on a un sachet de 12 bonbons, on est 7, mais certains veulent garder des bonbons. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que donc on ne meurt pas de faim parce qu'il n'y a pas assez à produire. On meurt de faim parce qu'on est trop pauvre pour acheter à manger. Et ce qui est quelque part encore plus étrange, c'est que dans ce milliard de personnes trop pauvres pour acheter à manger, c'est en grande majorité des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Donc, les gens qui nous nourrissent ne se nourrissent pas. C'est quand même étrange. Et vous savez, en fait, ce qui leur est arrivé? Ce qui leur est arrivé, c'est les supermarchés et les supermarchés. Alors, je vous rassure, je ne bug pas. Donc, les supermarchés et les supermarchés. Vous voyez qu'il est bien entouré. Ah, d'ailleurs, je vais quand même nous mettre nos petits agriculteurs là. Bon, ils sont plus que 2, ils sont beaucoup. Donc, les supermarchés, c'est ça qui leur est arrivé. Les supermarchés, en fait, de la semence, des engrais, des pesticides, du pétrole, des machines agricoles, qui tout ça ont fait que ils sont fait écraser par le coût, en fait, de ce qu'a représenté le fait de faire pousser des choses. Par exemple, la semence, en plus, c'est une très belle arnaque. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, avant, on avait quelque chose qui poussait et qui se refaisait tout seul chaque année. Et ces semences hybrides, elles sont stériles. Donc, de toute façon, il faut les racheter chaque année. Et puis, ces semences hybrides, elles sont super chères, mais super chères. Et puis, ces semences hybrides, en fait, là où ils ont été encore plus malins, c'est que ça a été avec l'ouverture d'un catalogue
sur les semences. Et qu'au fur et à mesure, en fait, ont été inscrits dans ce catalogue, hein, ça coûte cher de breveter quelque chose, toutes ces semences-là, et puis pas celles de Mère Nature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un agriculteur qui voudrait utiliser les graines de Mère Nature, eh ben, il est hors la loi, mais vraiment hors la loi. Et puis donc de l'autre côté, les supermarchés, c'est-à-dire les chaînes de transformation et de distribution des aliments. Un beau petit panier à 2 milliards de personnes en surpoids et obèses. Et donc ces supermarchés qui, eux, vont en fait dicter en partie aux agriculteurs ce que vaut ce qu'ils font. C'est eux qui vont commencer à déterminer le prix. Donc voilà. Eh bien en fait, en audiodescription, on commence à être un peu mangé à la même sauce. Le marché de l'audiodescription, il est minuscule. Il a une dizaine d'années. Il est vraiment, je pense, en Belgique, à tout péter en étant très très large, on est 20 audiodescripteurs. Et le marché, il a 10 ans, 15 ans. Et pourtant, c'est étrange parce que plus le marché grandit, plus on est mal payé et plus la qualité baisse. Alors, en fait, nous, on fait partie du marché de la post-production cinématographique. On est un minuscule truc là-dedans. Parce qu'en fait, la post-production, c'est tout ce qui se passe après le tournage. Donc, c'est le montage image, le montage son, les effets spéciaux, faire les musiques, les ambiances. Et puis là-dedans, maintenant, on est obligé de travailler aussi sur l'accessibilité du contenu. Et donc, du coup, c'est aussi le sous-titrage pour les sourds et malentendants et l'audiodescription. Donc, vous comprenez bien que nos commanditaires, ils n'y connaissent rien à notre métier, mais rien du tout. Eux, ce qui les intéresse, c'est de rafler le gros paquet dans lequel on est, d'être assez gros dans la place pour pouvoir poser leurs conditions. Et du coup, on est vraiment soumis à ce marché. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on faisait de la supervision là, à deux, pour éviter les abus. Mais en fait, notre processus, il est beaucoup plus large que ça. Puisqu'à un moment donné, on recourt aussi justement à un déficient visuel. On teste nos films avec eux. C'est normal, moi je ne suis pas aveugle. D'ailleurs, si j'étais aveugle, je ne pourrais pas être audiodescriptrice. Donc c'est bien, on fait la paire. Et puis en fait, moi je ne me rends pas compte, quand j'écris « les portes de l'ascenseur se referment sur lui », je ne me dis pas que mon déficient visuel, il va entendre « les portes de l'ascenseur se referment sur lui ». Vous voyez. Et puis, dernièrement, je travaille sur un docu, et donc j'écris « Une femme témoigne anonymement ». Et Ibrahim, qui fait nos supervisions, me répond, toujours très drôle, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire qu'on ne la voit pas, ou est-ce que tu veux dire qu'on ne sait pas son nom ?» C'est con, hein? Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec eux. Et c'est aussi parce que, évidemment, nous, dans notre métier, ce qu'on veut, c'est dire les choses qu'on voit. Et eux, parfois, ils nous disent « Non, mais laisse tomber, là, on n'a pas besoin de toi, quoi. Là, c'est bon, nous, on est dans l'émotion du film. On a la musique, on a les acteurs. On n'a pas besoin de vous. » Et puis après ça, on a une supervision linguistique pour vérifier notre grammaire. Attention, nous, on rend quelque chose à des gens, ça va passer à la télé, au cinéma, il faut qu'on parle le bon français. Et donc voilà, vous savez, vous, la différence, c'est est-ce qu'on s'assoit dans un canapé ou sur un canapé? Une petite idée? Une préférence? Sur. Donc en fait, on s'assoit sur un canapé et on s'allonge dans un canapé. Ça dépend si on parle de l'assise du canapé ou si on parle du volume du canapé. Donc voilà, vous comprenez bien que moi, je ne connais pas toute la grammaire, donc c'est super, ça passe chez quelqu'un dont c'est le métier. Après, on est relu par le client et puis c'est enregistré en studio par un comédien professionnel et puis c'est mixé par des ingénieurs son, tout ça avant d'arriver dans la télé ou au cinéma. Eh bien, depuis qu'il y a un marché de l'audiodescription, il y a des audiodescripteurs qui font des audiodescriptions seuls, sans supervision déficient visuel, et qui parfois même enregistrent eux-mêmes la voix. C'est du low cost. Parfois, je me demande si on fait vraiment le même métier. Mais voilà, le fait est que du coup, nous, on est devenus beaucoup trop chers, en fait.
on est devenu trop luxueux. Un peu comme ce panier, qui est devenu un panier bio, qui n'est pas abordable pour tout le monde. Pourtant, ce n'est pas qu'il n'est pas adapté. Non, il est totalement adapté à la condition et surtout aux prochaines décennies. Les rendements sur le panier bio, la permaculture, etc., commencent vraiment à toucher le même niveau que ceux de l'agriculture intensive. La différence, c'est les millions qui sont injectés par nos sous-chefs et qui continuent d'aller là, au lieu d'aller là. Alors moi, j'en ai eu un panier bio. Je vous dis, je suis une bobo et tout, je suis cohérente et tout. Je m'organise. Donc, j'ai eu un panier bio pendant 8 ans. Alors chez vous, ça s'appelle un AMAP, chez nous, ça s'appelle un GAS, groupe d'achat solidaire, voire même GASAP, groupe d'achat solidaire et aide à la paysannerie. Et donc, du coup, il fallait trouver un nom à notre groupe. Alors, tous les groupes avaient fait des petits sur GAS, donc il y avait des gascouilles et tout. Nous, on était Orgasme. Orgasme avec 3 M et 3 H, parce que... C'est vrai qu'on aimait bien manger. Donc, on était 12-13 paniers, en fait, en gestion autonome. Il fallait quelqu'un pour organiser les permanences, quelqu'un pour récolter l'argent de tout le monde sur un compte et l'envoyer aux paysans. Et quelqu'un qui était le contact vraiment de Christian, notre paysan, pour quand il y avait des soucis ou quoi. Et donc on était livrés toutes les semaines d'un beau panier de légumes et de fruits par Christian dans une cour de maison de quartier, quoi. C'était très chouette. Et moi, c'est surtout que ça m'a permis de changer ma cuisine, en fait. Ça a été une petite révolution, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais une 20aine d'années à ce moment-là. Et donc, ça faisait quand même quelques années que j'étais active, que j'habitais à Bruxelles. Et donc, comme tout le monde, tous les soirs, je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ? Et en fait, je commençais à être blasée, quoi. À être blasée de cette question, qui devenait une charge mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou de mères qui doivent savoir ce que c'est, de se retrouver chaque jour à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à manger ? Donc, en plus, en ville, on peut improviser ça un peu. Donc, il y a des mini-markets à tous les coins de rue. Donc, voilà. Et le nombre de fois où je me suis retrouvée dans ces rayons en train de me faire putain, alors que j'avais un choix mais incroyable. Et ça a changé évidemment avec ce panier parce que là, j'ouvrais mon frigo et puis j'avais plein de légumes. Et puis donc, je me suis mis à les explorer aussi parce que c'est pas toujours des légumes qu'on connaît. Vous connaissez ça ? Ça, c'est un chou rave. Normalement, ça a des grandes tiges comme ça. J'aime beaucoup. Ça fait un peu télétubbies. Et je vous en ai préparé un petit peu, tiens, pour que vous puissiez goûter. Vous allez voir, c'est très croquant. Je ne sais pas si je passe devant les baffles. Quelqu'un veut le prendre Oui, mais je dois muter mes 2 micros et tout. Regarde. Voilà. Bon appétit. Faites-vous passer. Donc voilà, chou rave. Très juteux, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des trucs un peu particuliers. Bon, le butternut, ça vous connaissez, je pense. Une espèce de courge qui pousse toute seule. Ça, c'est génial. Et puis, le céleri rave. Moi, j'adore ça. Vous voyez, ça, c'est un céleri rave. Mais alors, quand vous êtes chez un agriculteur bio, vous pouvez aussi avoir un céleri rave. C'est la même bête, C'est juste que ça, c'est un truc... qui ne rentre pas dans les calibres du supermarché, ça c'est sûr. Céleri rave, donc j'adore, moi, en purée, patates céleri rave avec un peu de noix de muscade, ou alors tranché. Vous en faites un steak, en fait, vous le cuisez, ça va confire un peu, c'est très très bon. Puis vous savez, en Belgique, on mange des tartines. Nous, on mange beaucoup de tartines et tout, donc on met tout en mayonnaise. Ça, c'est pour humidifier un peu la tartine. Et donc, on a le céleri remoulade qu'on adore, donc râpé, comme une carotte, avec une mayonnaise un peu vinaigrée, un peu citronnée. Voilà, donc je me suis mis à explorer, à improviser, avec tous ces nouveaux légumes, des légumes qu'on dit oubliés, avec des choux aussi, c'est vrai qu'en hiver on bouffe des choux. Et c'est comme ça que je me suis mis aux aromates aussi, aux épices. Et c'est là que je suis devenue gourmande en fait. Excusez-moi.
c'est Christelle. Christelle, c'est mon associée, justement, dans la petite activité d'audiodescription que j'ai développée. Ça s'appelle PAF, Professionnel de l'audiodescription francophone. Ouais, on avait aussi envie de s'appeler un peu comme le paysage audiovisuel français. On s'est dit, ouais, ça fait bien. Excusez-moi. Salut Christelle. Ouais. Une commande. On adore. Mais alors, par contre, oui, désolée pour vous, parce que quand il y a une commande, le reste du monde disparaît. Ouais, oui, eh ben, très bien, ok, super. Un docu. Herbe. Ça tombe bien. Sur les éleveurs laitiers. Ben, écoute, c'est parfait. Super. Ah, on est payé moins cher parce que c'est un docu. C'est sûr. Ok, bah ça va, bah tu m'envoies hein, la sup DV, suplingue, le planning, tout ça. Tu n'aurais pas une sup agriculteur, là, histoire que je raconte pas n'importe quoi? Non? Bon. Ok. Eh ben, à tout de suite. Eh ben, je vais devoir vous laisser quelques jours. Je suis désolée. Quelques longues heures plus tard. Vous êtes prêts? Les brins d'herbe d'une prairie verdoyante oscillent au vent. André Pochon, fondateur du Centre d'études pour le développement d'une agriculture plus autonome. Seulement, à la fin des années 60, eh bien, même l'INRA va propulser un nouveau système fourrager. C'est la deuxième révolution fourragère et c'est l'arrivée du maïs fourrage. Et comme le maïs fourrage, on ne peut pas nourrir les animaux tout seul, c'est maïs fourrage plus soja. Soja importé des États-Unis. Et on bascule, mais brutalement, en l'espace de moins de 2 ans, du système prairie, la fameuse vache barre de coupe à l'avant qui fait le travail toute seule, les pendeurs à l'arrière, on va basculer dans le maïs fourrage qu'il faut semer, récolter tous les ans. On va labourer nos belles prairies pour mettre ce fouchu maïs fourrage. Et ça change tout, évidemment. Ça change tout, puisque du coup, les frais sont multipliés au moins par 3. Des plants de maïs s'agitent au gré du vent. Le champ se perd à l'horizon. Le paysage campagnard est structuré par ces champs de maïs rectilignes. Ici et là, quelques bosquets. Patrick Le Fustec, un homme en salopette de travail bleu, marche dans un chemin bordé de prairies. Ben oui, de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps. Quand on demande à un citoyen, quand on croise un citoyen n'importe où, en ville, on va lui demander qu'est-ce que mange une vache. Ben, il y a 99% des gens qui vont répondre de l'herbe. De l'herbe, mais pourquoi il dit ça? Mais parce que dans les publicités de produits, on ne voit que des vaches à manger de l'herbe. Et la réalité aujourd'hui, ben, c'est que les vaches, principalement, ne mangent que du maïs. Voilà. C'est ce que j'ai dit à mes collègues. Mais pourquoi vous ne montrez pas des photos des vaches en train de bouffer du maïs et du soja? Parce que c'est ça qu'ils mangent. Pourquoi vous montrez qu'ils sont à l'herbe alors qu'ils sont pratiquement jamais? Il y a quand même quelque chose, hein? Ah ouais, même dans les métros à Paris, on voit des grands machins posters, là, des vaches à l'herbe. Je dis, va aux choses. Ouais, donc, il y a quand même l'herbe, c'est quand même une image positive. C'est la vache dans le pré, en train de pète. C'est pas la réalité. Là. Un cargo entre dans la rade de Brest. Il est gigantesque à côté des petits bateaux de plaisance amarrés non loin. À l'écran s'inscrit Nena A, cargaison soja OGM, provenance Brésil. Le Nena A accoste à un terminal de port de commerce. L'immense quai est équipé de grues portuaires et encombré de conteneurs. Des voies de circulation sont dégagées pour les camions. Le godet d'une grue s'ouvre et déverse le soja dans un petit silo.
Un complexe industriel, équipé essentiellement de grands silos, se dresse au bord d'une route. S'inscrit à l'écran « Usine de trituration de soja ». Des camions de tout genre entrent et sortent de l'enceinte de Cargill. L'un d'eux est un camion-ben, Coop Agri-Bretagne. Une autre usine se détache sur un ciel gris. S'inscrit à l'écran Loperet, Finistère, usine de transformation du soja en aliment pour bétail. Le camion Coop Agri atteint l'entrée de l'usine Cobrena. Plus tard, il en ressort et emprunte une nationale bretonne. Dans ce petit morceau du documentaire Herbe, on entend donc André Pochon, la première personne qui s'exprime, et il parle de la vache, barre de coupe à l'avant, épandeur à l'arrière. Pour si vous n'aviez pas tout compris. Cette petite vache qui est un système à elle toute seule, en fait. Et puis, on mentionne aussi la société Cargill. Cargill, énorme société américaine, énorme. Chiffre d'affaires 130 milliards. Et en fait, elle est souvent citée comme acteur majeur de la déforestation de la forêt amazonienne pour y planter du soja. Et puis, elle est aussi citée dans des crises alimentaires. C'est-à-dire qu'ils aiment bien jouer, eux, avec la spéculation des denrées. Par exemple, en 2007, ils ont, en novembre, acheté une énorme quantité de maïs. Ils l'ont bien stocké, bien gardé, ils en ont mis un tout petit peu sur le marché. Donc, du coup, évidemment, les prix ont flambé. Et ils l'ont revendu 2 mois plus tard, en janvier, au double du prix de ce qu'ils avaient acheté. Et pendant ce temps-là, ils ont créé une crise alimentaire au Mexique, où le maïs est la matière première de beaucoup de leurs aliments. Donc voilà. Voilà pourquoi, entre autres aussi, on dit que nos vaches mangent la forêt amazonienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est quelque chose qui revient. Et paradoxalement, en fait, on nous parle de circuits courts, on nous parle de bio. L'Europe, là, maintenant, elle parle de bio. Son nouveau programme, là, pour la PAC, la politique agricole commune des années à venir, ça s'appelle « De la ferme à la table ». Génial. Il faudrait peut-être juste qu'ils précisent à nos chefs d'État quelle ferme et quelle table. Parce qu'en attendant, là, nos sous-chefs, ils continuent en fait à créer des accords commerciaux dans tous les sens, là, TTIP, CETA, etc., pour que les marchandises puissent circuler librement sur un marché mondial. Orgasme. Enfin, orgasme pour l'agroalimentaire. Moi, ça me fait moins rire, ça me fait beaucoup moins rire. Enfin, il y a quand même des trucs qui me font rire. Je vais vous lire, par exemple, ce que j'ai vu un jour dans un supermarché, où ils justifiaient en fait du fait que ce jour-là, ils n'avaient pas de poire. À notre grand étonnement, nous ne trouvions pas nos poires au frigo le lundi matin. Personne, le fournisseur y compris, ne savait où étaient nos poires. Il s'agit de poires qui sont importées d'Argentine vers les Pays-Bas, où nous les achetons. Ensuite, elles partent en Belgique. Finalement, il s'avéra que ces poires étaient passées d'abord par la France avant d'arriver chez nous un jour trop tard. Voyez ces circuits longs et polluants aux mains de gens très bien, avec un appétit illimité pour l'argent. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, peu importe, puisque, en fait, ça nous garantit, à nous, consommateurs, les prix les plus bas. Mon petit panier de la ménagère, là, oui, ça fait 50 ans qu'il s'appelle panier de la ménagère. Donc, messieurs, si vous cherchez vos femmes, elles sont toujours dans la cuisine, ou au supermarché, ou en train de faire, je ne sais pas, passer l'aspirateur, ou peut-être la poussière. Enfin, ouais. Alors, donc notre petit panier, là, effectivement, depuis 40 ans, il coûte toujours moins cher. Il nous coûte moins cher à nous.
Et c'est la même chose pour l'audiodescription. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on a un processus assez long. On a envie en fait de garantir la qualité, simplement, et de payer acceptablement les gens. En fait, avec les petits bénéfices qu'on arrive à faire sur nos commandes, on n'arrive même pas à dégager un mi-temps. C'est ce qu'on aimerait, avoir un mi-temps pour payer la structure, en fait, ce qui doit être fait par la structure, décrocher le téléphone, faire les devis, faire la facture, faire la compta. Et ben non. Et en même temps, on est les seuls, pour l'instant, en Belgique. On est les seuls professionnels. C'est peut-être pas pour rien, en fait. Peut-être parce qu'il n'y a pas de sous, en fait, à se faire à cet endroit-là. Mais donc, on l'a entendu, hein. Moi je l'ai entendu, un de nos clients, ils attendent qu'il y ait une concurrence qui arrive. Comme ça, ben, on sera obligé de baisser nos prix. Alors, ben moi, j'ai toujours du mal à l'avaler, en fait, ce truc. Ce que j'en pense, c'est que c'est terrible comme on peut oublier que derrière des prix, il y a des gens, que derrière des prix, il y a des savoir-faire. Mais bon, peu importe. Effectivement, un jour, ça arrivera, on aura une concurrence en face de nous, puis il se passera deux choses. Enfin, deux choses. On aura deux choix. Disparaître ou s'aligner. Voilà. Faire du low cost, changer notre processus, faire moins cher, faire plus bas. Vous voyez, parfois, autant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plafond pour les milliardaires, autant en fait, il n'y a plus de sol pour les prestataires. Et puis, ben, je me dis que dans quelques années, en fait, même les audiodescripteurs, avec ce low cost, ils ne sauront même plus en fait, comment on faisait une audiodescription de qualité. Et puis, en fait, si ça tombe, dans quelques années, on oubliera qu'on avait des poires en Belgique. Ben ouais, dans quelques décennies. Oui, parce que vous voyez, on importe des poires d'Argentine, mais en fait, on est un gros producteur de poires. On en exporte en Inde. C'est fou, hein? Mais bon, peu importe, puisque nous aurons les prix garantis les plus bas. Enfin, ça, c'est tant que le système agroalimentaire est autorisé à pomper la planète comme il veut et à dégager du CO2, voilà, en faisant circuler les marchandises. Alors, a priori, on pourrait se dire que, justement, vu que là-dessus, on va devoir changer, eh bien, que notre système agroalimentaire, là, il commence à atteindre un peu les limites de son orgie. Mais c'est sans compter que va s'offrir à eux un nouveau magnifique marché, le marché de la transition écologique. L'agriculture, elle a des belles portes d'entrée dans le marché de la transition écologique. Et puis, vous savez, il y a plein de gens comme moi, nous, on est contents d'entendre parler de transition écologique. Mais c'est vrai, quoi, tu vois, quand tu dis, putain, ça fait 40 ans qu'on sait qu'on ne va pas dans le bon sens, et ça y est, on nous parle de transition écologique. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, transition écologique? Ça veut dire que, ça y est, on va commencer à essayer de prendre en compte l'environnement dans nos manières de faire, de produire, etc. On a beaucoup de travail, on doit réparer le vivant, on doit faire plein de trucs. Bon, je ne suis pas certaine que ça va aller dans ce sens-là, ce qui m'inquiète un peu, parce qu'en tant qu'écolo-bio, bobo, ben, je vais encore me retrouver encore plus dindon de la farce. Hein. Donc vous voyez, par exemple, là on est en train d'étudier des bactéries mangeuses de plastique pour essayer de dépolluer nos océans. Et puis on est aussi en train d'étudier comment capter le CO2 de l'atmosphère, notre gros problème de CO2. Et donc, par exemple, on nous encourage à utiliser des biocarburants. Vous savez, les biocarburants. Alors, l'Indonésie, elle a dévié toute son agriculture, du coup, vers les biocarburants. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que, du coup, pour faire des biocarburants, ça veut dire des carburants qui ne sont plus faits à partir d'énergies fossiles, mais à partir de végétaux. Donc, ils sont en train de brûler leur forêt amazonienne. Enfin, pas leur forêt amazonienne à eux, forêt tropicale.
Et donc, quand ils brûlent la forêt, ben, non seulement ils brûlent les arbres qui peuvent capter le CO2, mais en plus, ils dégagent des incendies plein de CO2. Tout ça pour nous faire penser qu'il faut qu'on utilise des biocarburants pour régler notre problème de changement climatique. Donc, je dis bravo. Là, vraiment, je dis bravo, quoi. Ils sont super forts. Et puis, ils sont forts aussi au niveau de l'imagerie mentale, hein, parce qu'en fait, biocarburant, ça n'a rien de bio. Hein. Bon, c'est parce que ça utilise la biomasse. Mais en fait, on voit de plus en plus le terme agrocarburant, et on devrait l'appeler agrocarburant. Mais ça nous rappellerait qu'il y a des agriculteurs derrière, vous voyez ? Parce qu'à ce propos, c'est dramatique aussi. Donc, les agrocarburants... C'est-à-dire que du coup, l'Indonésie, qui était un pays qui avait atteint son autonomie alimentaire, hein, quand même, hein, 50 ans de boulot hein, pour arriver à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est capable de subsister aux besoins alimentaires de sa population. Eh bien, depuis qu'ils ont fait ça, ils sont devenus dépendants des importations sur 6 denrées. Le lait, la farine de blé, le soja, la volaille, la viande de bœuf et les œufs. C'est quand même des produits de base. Et maintenant, ces produits de base, eh ben, ils vont être donc sur le marché de l'importation et donc ils vont être complètement pris dans toutes ces fluctuations de prix, de bourse, de spéculation, là, comme les gens de Cargill. Et je vous rappelle, donc, on a faim parce qu'on est trop pauvre. Et donc, en fait, de plus en plus d'agriculteurs cultivent la terre non plus pour nourrir nos assiettes ou un peu les leurs, mais pour nourrir nos réservoirs. Et en fait, ces multinationales, hein, du coup, hein, capitalistes qui sont derrière, elles m'imposent à moi de vivre dans un monde cannibale. Mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Moi, tous les jours, moi, ça me rend dingue de savoir que dès que je vais profiter, jouir de quelque chose, ce sera au détriment d'autres personnes ou de la planète. C'est pas mon kiff, moi. Moi, je suis pas née comme ça. Hein. Je suis peut-être une bobo utopiste, mais moi, j'ai besoin de savoir que je ne crée pas la misère des autres, quoi. Et en fait... ils sont très très loin là-dedans, et ils sont très très forts. Vous voyez, avant, on produisait pour vendre. Donc, par exemple, Ford, il veut créer une petite voiture pour pouvoir la vendre à tout le monde. Ben voilà, il fait une voiture standardisée, accessible pour le marché, il vend des voitures. On est des consommateurs. Maintenant, en fait, on vend pour produire. On nous crée 10 000 besoins pour pouvoir continuer à produire. Nous sommes les produits de consommation des marchés, comme les agriculteurs l'ont été de la Révolution verte ou du maïs fourrage. Et un produit de consommation, ben, quand il ne sert plus à rien, ben, on le jette, on s'en fout. Donc voilà, ça m'emmerde, moi, un peu tous les jours, hein, qu'on soit encore un peu plus des produits de consommation. D'ailleurs, ils ne se donneraient pas autant de mal pour avoir nos données si ce n'était pas le cas. Hein. Je vais vous donner un petit exemple à ce sujet, pour vous montrer comment on arrive à nous faire oublier des choses. Mon papa, qui est donc fils de fermier, hein, producteur de lait et de beurre, mon papa, depuis les années 90 à peu près, achète du beurre en barquette. En Belgique, on appelle ça du beurre frigo-tartinable, puisque quand on le sort du frigo, on peut l'étaler sur sa tartine. Et donc, moi, avec mon petit œil zéro déchet, là, je lui demande l'autre fois, je lui demande, papa, pourquoi tu achètes du beurre en barquette? Elle me dit, comme ça, il est bon quand il sort du frigo. D'accord? Je dis, mais c'est quand même bizarre, parce que moi, j'ai toujours vu ta mère, et puis en fait, tout le début de mon enfance, voilà, je t'ai vu en fait, couper un petit morceau de beurre, mettre une petite tranche en fait, dans une armoire, et puis le beurre, il est toujours mou.
Puis en plus du beurre, on n'est pas obligé de le garder au frigo. Il m'a fait « Ah oui, oui ». Et puis la fois d'après, quand je suis revenue, il m'a dit « J'ai arrêté la barquette de beurre frigo tartinable ». Bon, moi je m'en fous hein, d'en avoir une petite fierté ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est que mon père avait réussi à oublier que le beurre, si on le laisse dehors, c'est mou. Alors je ne me fais pas d'illusions. Hein. De toute façon, comme je vous dis, avec le marché écologique, là, de la transition écologique, la barquette, elle ne sera plus en plastique, mais elle sera en résine de je ne sais pas quoi. De toute façon, tant qu'ils pourront continuer à produire quelque chose, bah, ils le feront. Il y a une autre salade qu'on nous raconte souvent. C'est celle que cette agriculture-ci, là, donc c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui est efficace. Comment est-ce qu'on ferait pour s'en sortir? Eh bien, en fait, c'est pas vrai, donc. Hein. Puisque nos chaînes de distribution de la nourriture, elles sont devenues tellement grandes, hein, donc tout ce chemin-là pour transformer hein, les aliments, puis les mettre dans les supermarchés, dans des frigos, que, en fait, rien que la distribution de la nourriture, elle consomme 4 fois plus d'énergie que sa production. Et en fait, ça fait dire à Pablo Servigne. Pablo Servigne, c'est un agronome. Dans son livre, là, c'est « Nourrir l'Europe en temps de crise ». Ça se lit très bien. Il écrit, c'est très fluide ce qu'il écrit, ce monsieur. Donc, si jamais vous avez envie de vous y intéresser, je vous le recommande. Enfin bref, en fait, il nous dit qu'on mange littéralement du pétrole, justement. Vous voyez ma petite vache, là, maïs fourragé, 1500 litres de pétrole derrière elle. Et en fait, ce qui fait que notre nourriture n'est plus du tout efficace. Notre manière de nous nourrir est 20 fois moins efficace qu'en 1940. En 1940, il nous fallait 1 calorie d'énergie, donc d'énergie fossile, on va dire d'énergie hein, qui va être dégagée par du charbon, du pétrole, n'importe quoi qu'on aurait utilisé, pour faire 2,3 calories de nourriture. Vous le voyez là un petit peu? Pas grave. Et puis en fait maintenant il nous faut 7,2 calories d'énergie pour faire 1 calorie de nourriture. En fait le système agroalimentaire il est obligé tout le temps d'augmenter sa consommation d'énergie pour garder son même niveau de production. Eh bien moi j'ai fait la même chose en 2017. J'ai perdu 10 kilos en 1 an. J'ai consommé toute mon énergie pour garder, enfin tout ce que j'avais, pour garder le même niveau d'énergie. J'étais devenue maman en 2016 et j'étais épuisée. Alors, ce n'était pas que de la faute de ma fille, hein, je vous rassure. Mais quelque part, il y avait quelque chose qui jouait aussi là-dedans. Parce qu'en fait, me retrouver mère comme ça, dans ma petite famille nucléaire, donc vous voyez le tout petit cercle familial à 3, il y avait quelque chose là-dedans qui, chez moi, ce n'est pas juste. Je me disais, mais je suis en train d'apprendre à être mère seule. Enfin, c'est bizarre, comme je n'avais pas vécu non plus avec de la famille. Enfin voilà, j'avais l'impression que j'avais loupé un espèce de savoir-être, je ne sais pas quoi, faire ou quoi. Et donc, je me tracassais beaucoup. En fait, je me tracassais beaucoup déjà sur la responsabilité. Du coup, j'avais l'impression d'être responsable de la vie de ma fille, de tout justement, tout ce que j'allais lui décrire comme monde, etc. Et donc, moi qui avais toujours vécu collectivement, en fait, hein, chez mes grands-parents, ou avec mes cousins, on se retrouvait tous dans la cuisine, autour du poêle, hein, toujours dans une pièce. Et puis après, avec mes voisins. Et puis, j'ai tenu un café-théâtre avec des copains pendant quelques années. Je fais partie d'un GAS. On noue des liens aussi, on se rencontre. Et puis, j'ai vécu en colocation. J'ai même vécu en communauté à 10 avec des enfants. Et puis moi, je me retrouve là, seule en fait. J'arrêtais pas de répéter à mon compagnon et à mes copains, je me sens isolée. Je me sens isolée. Donc voilà, je pense que je suis un être profondément collectif. J'étais isolée et en plus, je travaillais sur PAF, là, donc soit des heures devant mon ordinateur, soit
à continuer à essayer de sauver mon métier, là. Et je peux vous dire qu'on n'a pas chômé. Hein. Avec Christelle, on n'a pas chômé. On a essayé d'expliquer ce truc de qualité et tout ça au Centre du cinéma, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec des plateformes pour malvoyants. On a créé des plateformes, on a fait des sensibilisations pour des parlementaires, le Parlement bruxellois, etc. Vraiment, quoi, on a répété ce qu'on avait à dire, quoi. Et puis, en fait, à la fin, on répétait même plus. Hein. À la fin, à nos clients, on leur montrait carrément en fait, où allait l'argent pour montrer que personne ne s'en mettait plein les fouilles. Je dis à la fin parce qu'un jour, on a bien dû faire le constat que si on ne changeait pas quelque chose, on allait disparaître. Et donc, on a pris rendez-vous avec Michel. Michel qui est un de nos clients, un gros studio de post-prod. Bon, Michel, lui, il est employé, hein, il a un CDI, etc. C'est pas le big boss. Hein. Et on s'entend bien avec Michel. Hein. Il nous appelle, en fait, quand il a besoin, effectivement, de qualité. C'est-à-dire quand derrière, il y a un réalisateur ou une maison de production cinématographique qui dit « Non, nous, on veut que jusqu'au bout, ce soit top ». Ou quand il était obligé d'employer des Belges. Il y a des petits mécanismes financiers qui font que parfois, c'est obligé d'être nous. Et on lui dit, voilà, Michel, nous, ça ne va pas aller, là. Il faut qu'on augmente notre volume. Parce que si on n'augmente pas notre volume, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire travailler nos audiodescripteurs, et donc on les perd à chaque fois. Tous les 2 ans, une fois qu'ils sont à peu près prêts, on les perd. Il ne faut pas leur en vouloir, hein, ils trouvent un boulot avec un CDD, avec des perspectives d'avenir, ils y vont, quoi. Donc, on lui dit à Michel, voilà, à quel prix tu nous donnes tout ton volume? C'était 3 fois ou 4 fois plus que ce qu'on avait nous, ce n'était pas un truc de dingue, hein, mais ça nous permettait d'avoir des perspectives. Et donc, on s'est alignés. Et Michel, il ne nous a jamais caché, hein, il nous a jamais caché que lui, il lui fallait 1 000 € de bénéfice, 1 000 € de marge. Donc lui, il nous envoie un fichier, nous, on fait le travail. On lui renvoie un fichier, il met 1 000 € sur sa facture. 1 000 € à chaque commande. Avec ça, notre mi-temps, on l'a. Avec ça, nos audiodescripteurs, on peut continuer à les payer. Donc voilà, donc on a pris. Hein. C'est ce qui s'est passé pour l'instant. On a diminué un peu les auteurs, un petit peu, en leur disant on va avoir plus de travail. Et puis on a décidé que la structure, un PAF, ne prendrait plus rien du tout, en fait, quand on travaillerait avec Michel. Donc, quand on travaille avec Michel, il y a 0 € pour la structure. C'est le pari qu'on a fait pour l'instant. On essaye de trouver, en fait, ce juste équilibre entre une taille qui nous permet de fonctionner et de garder les emplois. Alors, je vous ai mentionné Pablo Servigne, je vais encore vous parler un peu de lui. Parce que quand on s'intéresse à l'écologie, on tombe assez vite sur Pablo Servigne. Alors, il a écrit Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie. Donc là, effectivement, c'est sur l'étude de nos effondrements, enfin des effondrements de notre civilisation thermo-industrielle. Donc industrielle parce que de l'industrie et thermo parce que ça dégage de la chaleur, donc du CO2. Je ne vais pas m'étendre là-dedans, hein, c'est assez anxiogène, hein, ça fait un peu peur. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est un autre bouquin à lui, qu'il a écrit avec Gauthier Chapelle. Et ça s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Et en fait, dans ce bouquin, ils essayent de nous faire comprendre que l'homme qui fonctionne sur la compétition, sur l'individualisme, que ces situations, on croit que le meilleur gagne de toute façon, eh bien, ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne, que c'est construit par notre société. Parce qu'en fait, dans la nature, il y a entraide et collaboration entre les plantes, entre les arbres, entre les animaux, les plantes et les arbres. Et plus le milieu est hostile, plus
l'entraide surgit. On le voit par exemple avec les manchots. Vous vous souvenez peut-être de cette image dans la marche de l'empereur. On voit ces manchots comme ça, tous en rond. En fait, ils ont des vents de moins 200 degrés qui viennent les frapper. Et donc, ils se réunissent comme ça, tous en rond, et en fait, ils s'alternent sur la position extérieure où ils sont sujets, évidemment, au froid, quoi. Et en fait, il donne plein d'exemples de ça. Et il explique que la compétition et l'égoïsme, ça ne surgit que dans une société d'abondance, que c'est des luxes de riches. Et du coup, il nous encourage, en fait, à créer de nouveaux mythes, c'est-à-dire à anticiper de la solidarité, à déployer du collectif, pour que justement on puisse s'appuyer à l'avenir sur des mythes qui ne reposent pas sur la compétition, mais sur l'entraide, l'autre loi de la jungle. Voilà, parce qu'il dit pour eux, bon voilà, évidemment, vous avez vu, hein, c'est des collapsologues, donc ils étudient les effondrements. C'est sûr que notre agriculture, elle est bingo dans le truc, hein, parce que mondialisée, dépendante du pétrole, énergivore, voilà. Il dit que c'est pas grave, les périodes de pénurie, on en a eu, hein, les civilisations ont connu des périodes de pénurie, on sait les gérer. Mais ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans une période de pénurie avec une culture de l'égoïsme. Alors ça, moi, j'y crois quand même. Parce que dans toute mon histoire de description, là, et de PAF, on a quand même une belle victoire avec Christelle. C'est que, depuis le début, aux gens qu'on formait, on leur a expliqué qu'il fallait qu'on reste ensemble. Et que nous, on allait essayer de travailler là-dessus, enfin, en tout cas, sur garantir les prix. Mais que si eux, ils partaient, ils montaient de la concurrence, on allait juste participer à notre descente. Et sur les 2 équipes qu'on a formées en 6 ans, personne n'a monté son activité extérieure. Et il y a vraiment un esprit de groupe qui s'est créé autour de nous. Donc voilà, il y a aussi des choses où ça marche. Et puis finalement, c'est pas grave parfois si ça marche pas, hein. L'important, c'est d'essayer. Vous savez, mon groupe là, de panier bio, on a fait ça pendant 8 ans. Il a disparu en 1 mois. Tout d'un coup, en fait, les 2-3 personnes qui étaient les plus moteurs dans le groupe l'ont quitté pour des raisons externes, et personne n'a été là pour reprendre. Et ça a fait fiu. Alors ça a fait bizarre tellement c'était soudain, mais en fait, je pense qu'aucun de nous ne regrette d'avoir participé. On regrette peut-être plus la fin que ce qui s'est passé pendant. Alors, moi, je voulais quand même vous raconter comment je suis sortie un peu de mon épuisement. J'ai lu 2 livres. Pas ceux-là, des livres, comment est-ce qu'on dit, good feeling, là, vous voyez ? Des livres où on fait, ah oui, je vais faire ça. Alors, mes 2 livres. Hein. Non, mais donc j'ai lu La magie du rangement de Marie Kondo, une japonaise. Je fais comme ça parce qu'elle est toute petite. Mais voilà. Une petite japonaise, donc. C'est un pléonasme. Qui donc nous encourage en fait à désencombrer nos vies. Donc en fait c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait un peu le tri là dans tout ce qui se passait, etc. Donc elle, c'est l'idée de en fait juste de prendre ses possessions. Hein. Ça parle autant des vêtements que des livres, du couteau de cuisine, de la déco, etc. On le prend, on essaye de regarder si ça nous procure de la joie. Hein. Elle travaille sur l'étincelle de la joie. Et donc si c'est pas le cas, on balance. Alors je vous dis, on n'est pas dans l'idée de la déco. Hein. Moi, mes couteaux de cuisine qui sont utiles, qui me permettent tous les jours de faire ma cuisine, ils me procurent de la joie. Et puis l'autre livre que j'ai lu, c'est Zéro déchet de Bea Johnson. Donc, c'est un peu la première personne qui a théorisé aussi le zéro déchet. Et elle l'a théorisé avec des verbes d'action. C'est assez intéressant comme parallèle avec l'audiodescription. Parce qu'en fait, le verbe être, c'est un verbe passif. C'est marrant, hein, alors que les verbes d'action, ça fait avancer le récit. Et donc, bref, le premier verbe du zéro déchet, c'est refuser. En fait, refuser le plastique, l'emballage à déchets uniques, refuser la pétrochimie dans sa salle de bain, voilà, refuser l'avion, refuser tout ce qu'on veut, refuser les goodies. Hein, parce que vous savez, les goodies, c'est les trucs qu'on vous donne, 2 heures après, ils sont cassés. Et rappelez-vous que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc, voilà. Donc, je suis toute remontée par mes petits challenges, là, j'aiguise ma capacité à refuser. Ah là là, je range, je trie ma vie. Et donc, un jour, je vais au magasin, au supermarché. Ça m'arrive encore de temps en temps. Parce que je dois acheter en vitesse une courgette. Donc, j'arrive avec mon caddie, enfin non, avec mon panier.
puisque c'est un mini-market. Vous avez vu comme je marche bien dans les supermarchés? Classe, hein? Pas du tout. Donc j'arrive avec mon panier, et donc j'arrive, donc courgettes et courgettes, donc courgettes bio emballées dans du plastique, courgettes 10 couches de pesticides non emballées. Ah! Là pour moi c'est le dilemme complet, donc là c'est vraiment la peste ou le corona, j'aime bien, petite blague. Donc voilà, je suis là devant mes courgettes, là, et je me fais, la vache, qu'est-ce que je fais, quoi? Le plastique, les pesticides. Je deviens rouge, je commence à m'énerver. Je n'arrive pas à me décider, ce qui me rend encore plus dingue. Je me dis, c'est débile, choisis. Et je finis par quitter ce supermarché sans ma courgette. Bon, je me suis rendu compte après que refuser est toujours une solution. Hein, donc quelque part, j'avais choisi quand même. Puis je me disais, c'est pas grave, hein, demain, j'irai acheter ma courgette dans mon petit magasin en vrac. Et puis voilà, tout sera réglé. Sauf que rien ne sera réglé. J'aurai ma petite courgette, je serai un petit peu plus confortable par rapport à mes valeurs, mais ça ne va pas faire disparaître le système agroalimentaire dominant et cannibale. En fait, ce que je fais, moi, quand je fais du zéro déchet, c'est que je diminue un peu ma souffrance d'être confrontée à ça tous les jours. Je me fais ma petite bulle de refus individuelle confortable. Sauf que ma bulle de refus individuelle, elle n'est pas à l'échelle des enjeux. Il y a de moins en moins de climato-sceptiques, mais il y a encore beaucoup de capitalo-sceptiques. On a du mal à nommer le loup. Et sur le loup, par exemple, je voudrais juste m'arrêter un instant, parce que c'est ça aussi, hein, la question de l'image et de l'idée. Le loup, pourquoi le loup? Pourquoi est-ce qu'on a stigmatisé ce pauvre animal? Mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est lui qui fait peur à tous les enfants du monde, quoi. Enfin, c'est pas très sympa. Le loup, par exemple. Le loup, il vit en meute. Il vit en meute sur des grands espaces pendant longtemps. Il fait partie, en fait, de l'équilibre. Hein. Voilà, il bouffe un peu des sangliers, des machins. Il fait partie de cet équilibre. Jusqu'au jour où il se passe deux choses. D'une part, il se passe que on commence à avoir des grands propriétaires terriens qui aiment bien avoir des chasses et aller chasser. Et le problème, c'est que le loup, il chasse la même chose que le chasseur, des chevreuils, etc. Donc on va virer le loup. Et on va fermer les forêts. Et puis donc du coup, le loup, où est-ce qu'il peut aller? Il peut aller un peu à côté. Puis à côté, on a fait de l'agriculture, on a moins de forêts, on a fait de l'agriculture, donc il doit encore aller un petit peu à côté. Donc en fait, il est possible que les meutes, elles se soient un petit peu trop retrouvées, et puis donc là-dedans, il y en a qui se sont retrouvés un peu isolés, un peu perdus, et puis qui ont fini par finalement servir des moutons. Hein, ce qui nous dérange un peu, hein, c'est souvent ça qu'on dit du loup. Hein. Donc voilà, donc vous voyez comme en fait un animal qui faisait partie d'un équilibre et d'un système est devenu soudainement en fait un problème, et que donc après on a décidé de le rendre coupable à jamais. Donc voilà. Donc on a du mal à nommer le loup. En fait, l'écologie, elle souffre beaucoup de dépolitisation. Or, si on laisse l'écologie de l'ordre du moral, de la moralité, des valeurs, de la belle âme, des gens comme moi, mais des gens comme tous, hein, on sera toujours perdant, en fait, puisque de toute façon, on sera toujours pris entre des tensions de plus en plus contradictoires, entre justement ces valeurs d'ordre moral et éthique, et la société réelle, capitaliste, dans laquelle on vit. Alors que si on arrive à politiser cette tension, cette contradiction, on peut créer de la contestation. Et il est peut-être temps que je vous parle du chef-coq. Je vais déposer ma gourde, comme ça va m'éviter de la prendre tout le temps alors qu'elle est vide.
Les chefs coqs de la Révolution verte, c'est un trio. C'est la Banque mondiale et 2 fondations privées caritatives. Et moi, ça me fait toujours un peu bzzz, fondations privées caritatives. Rockefeller et Ford. Rockefeller, roi du pétrole, Ford, roi de l'automobile. Hein, on est début du siècle, et années 30, début 20e siècle. Donc voilà, avec le recul, on peut se dire qu'en fait, peut-être que l'intention de nourrir l'humanité, c'était peut-être aussi quand même bien l'intention de faire éclore ces marchés, hein, dans lesquels ils auraient une place dominante, hein, et où ils pourraient poser leurs conditions et se goinfrer. Et en fait, il y a quand même quelque chose lié à la faim. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, c'était éviter dans les pays en voie de développement des insurrections communistes qui seraient liées à la faim. Et en fait, la Révolution verte, elle est venue couper l'herbe sous le pied de tout un mouvement redistributif au niveau des terres. La Révolution verte est toujours en cours, et alors maintenant, elle s'attaque à l'Afrique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où la Révolution verte s'est vraiment bien implantée un peu partout dans les années 60, en Afrique, c'était les indépendances, etc. Donc niveau politique, un peu trop d'instabilité. Donc même maintenant, c'est le moment, c'est bingo. Donc on reprend les mêmes à peu près. C'est plus Ford, c'est Bill Gates, informatique, à la place de l'automobile. C'est juste une question de temporalité, hein, effectivement. Et donc, figurez-vous que l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, est en train de proposer des technologies, des solutions technologiques à l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire de 12 pays d'Afrique. Vous comprenez bien qu'il y a pas mal d'associations agricoles là, qui connaissent l'histoire, qui sont en train d'essayer de se battre comme des fous contre l'arrivée de la Révolution verte en Afrique. Surtout qu'ils y vont. Ils livreront des semences, ils livreront des engrais, ils vont proposer des formations numériques pour les ordinateurs. Et ils vont prendre sous leur coupe des jeunes agro-entrepreneurs. La présence de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est bien l'indice d'une numérisation de l'agriculture. Elle est en cours depuis longtemps, en fait. Dans Herbe, le documentaire là, que je vous ai passé, présente aussi un autre exploitant agricole breton. Et donc lui, il est vraiment dans ça. Donc il a une de ses vaches à côté, et en fait, il nous explique que sa vache a une petite carte de crédit, comme ça, numérique, et qu'en fonction de ce qu'elle a produit, l'ordinateur lui distribue telle ou telle et telle quantité de nourriture. Alors lui, il ne sait pas si elle s'appelle Suzette. D'ailleurs, il dit, mais pour celle-là, je ne sais pas. Donc voilà, sa vache, elle n'a pas de nom, c'est une unité de production. Comme lui, de toute façon, lui, c'est une unité de production aussi. C'est fou comme quand on est dominé, comme on reproduit comme ça les schémas. Et donc ce monsieur, en fait, son savoir-faire, c'est surtout d'être un entrepreneur et puis en fait le matin d'allumer tous les ordinateurs et toutes les machines de son exploitation agricole qui vit sous cloche. Voilà. La révolution numérique, elle nous fait aussi devenir tous des pousseurs de boutons qui déqualifient nos métiers. Et puis, vous savez, là, justement, la numérisation de la société avec le corona, là, on est en train de la goûter. Moi, vous m'avez manqué. Moi, il n'y a rien à faire. Moi, je suis une humaine avec des liens, quoi. Moi, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de collectif, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de partager des savoir-faire et d'en recevoir. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de tout ça, en fait. Donc, en fait, je vous propose un truc. Regardez, hop. Voilà. Poubelle. On vire tout. C'est un début de contestation, non? Bon, lui, je le garde. Et eux, je vais les remettre là.
Alors moi, je suis toujours audiodescriptrice, mais j'ai quitté la structure de PAF. C'était pas mon combat. Je m'y vidais. J'ai eu souvent cette image de moi comme d'une vieille racrapotée devant son ordinateur, avec tout le respect que j'ai pour les vieilles racrapotées de leur âge. Mais à 38 ans, je trouvais que c'était un peu tôt. Moi, je pense que mon combat, il va peut-être être dans répéter cette conférence gesticulée. Et puis peut-être faire des ateliers de cuisine, pour qu'on réapprenne ensemble à cuisiner tous ces bons légumes. Et puis justement à retrouver cette convivialité qu'il y a aussi autour de la cuisine et du fait de partager à manger. Et puis Christelle, elle continue pour l'instant. On ne sait pas encore comment se terminera l'histoire. C'est une battante. Et ces combattants, on en a besoin. Et c'est aussi tous ceux qui ont ouvert depuis 20 ans ou 30 ans, avec un tout petit peu de subside ou même sans subside, les voies d'une agriculture vivante, durable, pleine de savoir-faire. Eh bien, eux, voilà. Eux, ils me donnent envie d'être là. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de travail dans les prochaines décennies. Ils vont avoir le boulot de nous nourrir, pour de vrai. Et ils vont avoir le boulot de réparer le vivant des sols. Et ça, c'est aussi une mission qui me tient à cœur. Donc moi, ça me donne envie de vous encourager, à tisser des liens, à aller les voir, à rencontrer les agriculteurs, mais aussi à anticiper du collectif, à créer des nouveaux mythes où l'entraide et la solidarité fonctionnent ou pas, on s'en fout. C'est juste la question d'y aller, de l'expérimenter, de pouvoir péter là, toutes ces fausses images de compétition qui nous crèvent tous au fur et à mesure. Et puis, par exemple, il y a beaucoup d'intelligence collective, donc profitons-en. Vous savez, ici, là, justement, je vais dire en France, je suis en France, mais il y a un très beau projet donc, de sécurité alimentaire, sécurité sociale alimentaire. Donc nous cotiserions tous pour nous fournir en alimentation chez des professionnels conventionnés, avec derrière eux, justement, toute cette agriculture-là. Donc voilà, il y a plein de combats, il y a chacun son endroit, mais il y a plein de choses à faire. Eh bien, sur ce, moi, je vais aller cuisiner. Avec mon petit panier, qu'est-ce que je vais faire à manger ? Peut-être un petit marron. Un petit marron. Vous savez que ça se mange cru. Vous le râpez, là, comme une carotte. Vous torréfiez un peu de noisettes. Vous faites une petite vinaigrette à la moutarde. C'est top.